Salut Brieux. Salut Gaël. Je suis ravi de t'accueillir sur Aventure Humaine. Plaisir partagé. Enfin, en face à face. Ça faisait quelques mois qu'on essayait d'organiser ça. Je suis ravi du coup d'être à Nantes, dans vos locaux, dans les locaux de Circulab. Tout à fait. Donc on va parler en long, en large, en travers de cette aventure. Avant de creuser et de parler du coup un peu plus d'économie circulaire, est-ce que tu peux te présenter et de nous venir d'où tu viens? Oui, tout à fait. Je suis nantais, d'où le fait qu'on soit là aujourd'hui. J'ai 37 ans, je suis marié, j'ai une petite fille qui a 5 ans, et effectivement je suis le cofondateur de Circulab, qui précédemment était Wita, qui a été fondé il y a quasiment 10 ans jour pour jour, puisque on a commencé en janvier 2012 et on a déposé les statuts le 15 octobre, donc on y est presque. Donc je pense que normalement d'ici le 15 octobre tout va bien se passer, on devrait encore exister, facile. On peut déjà fêter du coup les 10 ans. Ouais, complètement. Bravo du coup pour cette initiative. Comment c'est arrivé avant, quel est le parcours qui t'a amené à t'intéresser à te positionner sur cette thématique? C'est une question qu'on me pose souvent, mais j'avoue que je sais pas trop. Il y a peut-être plusieurs événements marquants. J'ai fait une école de commerce qui est à l'ESCA à Angers, et en fait assez rapidement j'ai compris un truc, c'est que si tu veux faire un truc, donne-toi les moyens de le faire. Et donc j'étais assez actif dans la vie associative. C'est là où j'ai appris vraiment les meilleurs trucs. J'ai eu de super expériences, de super rencontres. Et dès la deuxième année, j'ai eu l'opportunité, via une association étudiante qui s'appelle l'ISEC, de partir plusieurs mois en Inde. Et ça a été, j'avais tout juste 20 ans. Et un avant et un après. Ouais, voilà. Et ça te change pas mal ta vision des choses. Tu remets pas mal de choses en question, genre qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est pas, etc., etc. Et puis la question de point de vue aussi. Donc ça m'avait pas mal marqué. Et puis déjà à l'époque, j'avais trouvé que d'un point de vue environnemental, il y avait pas mal de trucs un peu aberrants. Il y avait des paysages magnifiques, mais il y avait des comportements pas très vertueux. Non pas qu'on le soit plus en Europe, loin de là, mais le fait d'avoir voyagé, ça m'avait mis les yeux sur des sujets que je regardais pas forcément auparavant. Et puis ensuite, j'ai toujours eu cette notion de connexion à la nature, et pourtant c'est très rigolo. Je pense que si mes parents m'écoutaient, ils seraient un peu morts de rire, parce que je suis un pur citadin, mais je sais pas, ça m'a, au fur et à mesure que je grandissais, j'y faisais de plus en plus attention. Alors, et je pourrais pas te dire pourquoi. Là où maintenant, j'ai pas de trucs qui me reviennent à l'esprit. En Inde, du coup, tu y es resté combien de temps et pour faire quoi? 2 mois et demi. C'était un stage. C'était un stage découverte de l'entreprise. Non, c'était pas ça. C'était stage commercial à l'époque. Et non, ce qui était génial, c'est que j'étais dans une espèce de colloque avec 2 Brésiliens, une Allemande, un Chinois, un Bolivien et un autre Français, et on partait tous les week-ends ensemble, on voyageait et tout. Donc ça, c'était assez génial. Et voilà pour ça. Et donc c'est pour ça que en fait oui, j'ai bossé là-bas, mais en fait la meilleure partie du séjour, c'était les voyages, quoi. Qu'est-ce qui t'a profondément marqué? Avec quoi t'es revenu? Avec quoi? Je te dis, j'étais peut-être un petit peu, non pas que j'ai toujours été super confiant en moi, loin de là, mais je sais pas, en fait ça chamboule complètement mes petits repères de petits occidentaux à 20 ans en école de commerce et tout. Ça m'a donné vachement plus d'exigence, d'humilité en fait par rapport à tout ce qui nous entoure, quoi. Donc je pense que c'est principalement ça l'enseignement que j'en avais retenu, quoi. Sans cette expérience, tu serais peut-être parti dans
une carrière finance, une carrière... Alors finance non, parce que les chiffres c'est pas mon truc, mais oui, on aurait pu tout à fait imaginer que je sois allé sur du marketing à tout va, beaucoup plus Okay. profond. Mais après, j'ai quand même fait mon stage de fin d'études dans le groupe Publicis, tu vois, chez Marcel. J'étais hyper fier, mais en fait, ça a été finalement la fin du cycle, dans le sens où j'avais fait mon stage de troisième dans une agence de pub et mon stage de fin de cursus universitaire, enfin mes 5 ans d'études dans une agence de pub. Où là, j'ai vraiment compris que c'était pas fait pour moi, dans le sens où en fait, c'était beaucoup de paraître et on n'avait pas du tout au fond des choses. Enfin, moi, à l'époque, je considérais la pub pour aider les clients, donc aider les marques à vendre. Bon, alors, effectivement, j'en suis revenu de très loin, ça me fait rigoler quand je le dis. Mais là, c'était plus, on utilisait les marques pour mettre en avant des égos de l'agence. Et en fait, je trouvais que c'était un non-sens absolu. Enfin, sachant que la pub est aussi un non-sens absolu maintenant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, j'ai fini j'ai mis de côté cette première intuition, ce premier désir professionnel assez vite finalement. Et du coup, ça t'a amené à aller où après? Après, je suis allé en Australie. 1 an. Le goût du voyage. Ouais, c'est ça. En fait, j'en avais pas eu assez pendant les études. Et donc, j'ai été diplômé. Et quelques semaines après mon stage chez Publicis, je suis parti en Australie 1 an. Je suis arrivé le 11 septembre 2008 à Sydney. Et puis, tu vois, le 15 septembre, c'était le crack de Lehman Brothers. J'ai dit, bon, on est bien ici. Et donc, j'ai fait pas mal de petits boulots, barman, serveur, etc. Et surtout, on a fait, avec un de mes meilleurs potes, un super voyage. On avait un pick-up qu'on avait appelé Ivan. Bref, et donc, on a fait des séjours, des endroits assez incroyables. Et puis pareil, là, en termes de connexion à la nature, c'est assez dingue, quoi. Tu peux te retrouver à dormir et puis t'as les kangourous qui viennent te réveiller en pleine nuit, quoi. Enfin, bon, c'est vraiment un continent qui a pas eu de présence occidentale pendant hyper longtemps, et donc il y a quand même encore des grandes parties assez sauvages, quoi. On a fait un très beau voyage en Nouvelle-Zélande, donc je vois. Vincent qui est parti avec moi, il avait fait quelques semaines en Nouvelle-Zélande en plus, ouais. Donc tu rentres en France un an après? Ouais, effectivement, je rentre septembre 2009 et j'avais fait quelques expériences, alors encore un peu dans des agences de publicité, mais pas du tout dans le même domaine où c'était dans les médias traditionnels. Là, c'était vraiment, j'avais vraiment voulu travailler beaucoup plus sur Internet, et à l'époque, les médias sociaux commençaient vraiment à prendre le pas. Et donc j'ai eu des expériences intéressantes là-dedans, et puis surtout c'était quelque chose de nouveau. Et puis revenant d'Australie en France, j'ai intégré une agence qui s'appelait Scanblog et qui faisait exclusivement de la veille, disons défensive pour les marques. Et en fait, j'ai pas mal galéré à trouver des jobs en Australie, mais ça m'avait amené une technique pour facilement trouver des jobs. Et donc, en fait, j'allais voir les boîtes qui m'intéressaient. Je leur disais, moi, voyant l'activité de votre entreprise, voilà ce que je vous propose de faire, parce que moi, j'aimerais le faire. Et puis, peut-être que c'est ce qui vous manque. Et en fait, ça a vachement bien marché, parce que le premier déj que j'ai fait, le mec me dit, c'était quelqu'un que je connaissais avant, il me dit ça tombe bien, parce que ce matin sur mon scooter, c'est exactement ce que je me disais qu'il fallait qu'on fasse. Et donc j'ai créé la branche conseil de Scanblog, et on n'était plus uniquement dans l'analyse, la veille, mais on conseillait les entreprises dans leur utilisation des médias sociaux. Et donc on travaillait pour des grands groupes comme Cadbury, Canal+, Sony, et donc c'était intéressant. Mais en même temps, les réflexes des médias traditionnels étaient souvent les mêmes pour utiliser les médias sociaux. C'est-à-dire, les médias traditionnels étaient principalement basés sur de la diffusion, gagner de la notoriété, mais
ce que je me tuais à expliquer à mes clients, c'est que là, on passait sur un média d'interaction, et donc c'est plus la notoriété qui importait, mais la réputation. Qu'est-ce que les gens disent de vous? Et donc pour que les gens vous donnent une bonne réputation, eh bien il faut que vous soyez utile. Et donc c'est ce que j'avais développé notamment avec un de mes stagiaires, Marwan, un blog qui s'appelait le blog de la brand utility. En quoi les marques sont utiles pour leurs clients et puis aussi pour ce qui entoure leurs clients, donc les écosystèmes. Là, on est en 2010, 2011 déjà. Ouais, 2009-2011. Et je trouvais que le sujet était assez passionnant, mais en fait, les gens avaient toujours les mêmes réflexes, c'est-à-dire que quand ils avaient une vidéo sur YouTube à mettre, il fallait 1 million de vues. Mais non, mais c'est pas du tout ça, c'est pas ce genre de vidéo qu'il faut faire. Bref, c'était très très particulier. Et en fait, je me rendais bien compte que c'était pas du tout fait pour moi de bosser là-dedans. Et même si j'appréciais ce que je faisais, il y avait un autre aspect qui était assez perturbant et qui m'a amené à créer Wita. C'est que en fait, par exemple, on travaillait pour certains clients où on faisait de la veille sur les médias sociaux, et en fait par exemple on travaillait pour une chaîne de restauration spécialisée sur tout ce qui est viande, quoi. Et là en fait tu vas analyser tous les documents, tout ce qui se dit sur tous les sujets liés à la viande, et c'était assez perturbant, tu vois. Aujourd'hui on parle des modérateurs sur Facebook qui sont complètement traumatisés parce qu'ils voient toute la misère du monde, quoi. Bon, là, moi, j'estime que je faisais peut-être 1/1000 de ce qu'ils font, mais déjà, ça m'avait beaucoup secoué, quoi. Ouais. Et en fait, en Australie aussi, j'avais un pote qui était au Mexique, de l'ESCA, qui était au Mexique, et j'ai dit putain, faut qu'on fasse un truc dans le recyclage. On se faisait des Skype à l'époque. Bon, on n'a rien fait de tout ça. Et lui d'ailleurs, maintenant, il est humoriste, c'est Alexis Le Rossignol, donc c'est assez rigolo de voir que les idées comme ça t'amène pas forcément à les conclure. Mais j'avais toujours cette notion de ressources. Enfin, ça me parlait, quoi. Mais rien de concret. Et puis au fur et à mesure de mes articles, de ma veille pour le blog Brand Utility, je suis tombé sur une vidéo de la Fondation Ellen MacArthur. Ouais. Donc ça, c'était 2011, quoi. Et je dis putain, c'est ça que je veux faire. Et donc je l'ai eu dans ma tête, mais ça s'est pas déclenché du jour au lendemain, quoi. Ce blog, c'était toi personnellement qui l'avais monté ou c'était pour la boîte qui t'employait? Je le faisais. Non, c'était moi qui l'avais fait. C'était moi qui payais l'hébergement et tout. Mais je le mettais en avant à travers mon activité pro. Mais non, j'adorais mon boulot. Je bossais sur des trucs de com quand je rentrais le soir. Je faisais mon blog et tout. Enfin. Non, c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que c'était un peu taré, mais non, j'adorais ce que je faisais. C'est juste que c'était pas le bon contexte en fait pour le porter, et puis peut-être que je le portais pas suffisamment bien aussi, quoi. Tu t'en es servi de ce blog pour justement après opérer? Ouais, alors c'est continuer de documenter. Ouais, c'est une bonne question. J'ai fait un livre justement où je synthétisais un petit peu toute cette pensée. Je l'ai auto-édité parce que j'avais mis 1 an à l'écrire. Noémie, à qui je partage toujours ma vie, il avait relu et relu, donc je la remercie encore. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que je l'ai publié en février 2012. Et j'ai rencontré Nico, avec qui j'ai donc créé Wita à l'époque, en janvier 2012 à l'ESCP lors d'un startup week-end. Et donc en fait on a bossé ensemble pendant ce week-end-là. Lui, il avait une idée de location de plateforme, etc. Et puis on a pas mal fait évoluer l'idée pendant ce week-end-là. Et quand j'ai fini le bouquin, je lui ai donné, et puis on s'est dit on va bosser ensemble, quoi. Donc voilà un peu. Et là, tu étais déjà. Est-ce que tu avais quitté déjà Alors non, je venais de changer d'entreprise. J'étais plus chez Scanblog. Ouais, non, à l'époque j'avais fait deux bonnes années. J'avais sur la suivante.
T'es pas resté non, ouais, la longtemps. suivante, je suis pas resté longtemps. Je suis arrivé novembre 2011. Ouais, c'est ça. Et ça s'est arrêté mai 2012, quoi. On a renouvelé la période d'essai. Et non, là, c'était un calvaire parce impossible. que j'arrivais plus à me lever le matin. J'étais malheureux au possible. J'avais des collègues sympas avec qui, pour certains d'entre eux, j'ai encore des contacts. Mais mes boss, c'était pas possible, quoi. J'essayais de tendre vers ce que je te disais, mais ils me disaient, ben non, nous on veut des leads. Je suis ok. Non, on se comprend pas. Donc, comment vous vous lancez? Quelle est la vision et le jour 1 de Wita? Ouais, alors la vision, c'est vraiment, on peut faire disparaître la notion de déchet. L'idée, c'est pas de faire disparaître le déchet, parce que n'importe quelle espèce vivante sur cette terre crée des déchets. C'est pas grave en soi, c'est un processus. C'est juste que les déchets qui ne sont pas valorisables et qui ont des impacts pour les autres, ça, c'est ce qu'il faut arrêter. Et en fait, c'est notre vision d'homme civilisé, disons, du déchet qui est catastrophique, en fait. Parce que le déchet dans nos sociétés, c'est un espèce de trou noir, c'est-à-dire que tout finit là, et tout a des impacts sur à peu près tout. C'est-à-dire que tu jettes quelque chose, tu contribues à avoir des pertes économiques, parce que finalement tu vas perdre des ressources, tu vas avoir des pertes aussi en termes de matière dans le circuit. Il faut savoir que chaque année il y a plus de 100 milliards de tonnes de matériaux qui rentrent dans le système économique mondial, et il y en a que 8 à 9% qui sont valorisés chaque année. Donc, je parle pas de recycler, ils sont valorisés. Et donc tu te doutes bien que tu vas devoir réextraire de nouveau de la matière, sachant que je sais plus le chiffre exact, mais je crois que c'est plus de 80% de l'empreinte carbone mondiale est liée aux activités d'extraction. Donc ça, encore ce trou noir là, donc on a parlé des aspects rapidement économiques, l'aspect tension sur les ressources, l'aspect sanitaire, c'est-à-dire que pareil, tu jettes quelque chose, ça va impacter les écosystèmes. On parlera évidemment par exemple du plastique dans les océans, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, mais on va en plus manger les poissons qui auront mangé des micro-bouts de plastique, etc., etc. Bref, je vais pas tous te les faire, mais tu vois bien que tout finit là. Que ce soit une maison, que ce soit le packaging, le produit avec le packaging qu'on achète, et en fait tout finit là, et le fait de considérer le déchet comme quelque chose de normal, c'est un non-sens finalement. Et donc pour nous, avec Nico, on s'est dit faisons en sorte que les gens arrêtent de considérer le déchet comme quelque chose d'évident. Et l'idée initiale de Wita, c'était de faire une sorte de eBay. À l'époque, les plateformes en ligne, c'était vraiment super mode. C'était de faire un eBay de l'upcycling. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire l'upcycling? C'était valoriser en ajoutant de la valeur. Donc, récupérer des objets, des matériaux, de façon à les recycler par le haut. Et parce que aujourd'hui, alors ça c'est autre subtilité, c'est que on parle beaucoup de recyclage, mais souvent le recyclage que l'on fait, il enlève de la qualité, il enlève des propriétés, par exemple mécaniques ou esthétiques d'une matière, et on en fait une matière de moins bonne qualité. Vous vouliez plutôt réutiliser? Il y avait de ça, réutiliser, détourner. Détourner. Tout à fait. Parce que recycler, en gros, on brûle, on fond, on remet dans le circuit de la matière, mais du coup, petit à petit, il y a moins de propriétés. Pour la plupart des matériaux, c'est tout à fait ça, complètement. Voilà, c'est plutôt ça la vision. Et en plus, il y a le recyclage théorique, c'est-à-dire, par exemple, l'aluminium est éternellement recyclable et offre les mêmes capacités, mais l'aluminium n'est rare. Quasiment jamais seul. Une canette, il y aura du plastique à l'intérieur pour éviter le contact. Et effectivement, la peinture. Ouais. Et donc, quand tu récupères une tonne de canettes, tu auras que 500 kilos d'aluminium souillé, quoi. Donc, l'idée, c'était de dire, utilisons moins de ressources, moins de processus industriels de façon à valoriser par le haut. Donc, ça, c'était le début, on va dire. Et
Donc vous commencez quand même à développer un site, une plateforme. Ouais, en plus on a une super rencontre. On avait rencontré Edouard qui est devenu notre associé et développeur et donc avec qui on a développé la première version de la plateforme. Et puis en même temps, pour financer cette plateforme, on faisait des événements où en fait des scénographies où on faisait en sorte de pouvoir prendre que des choses à disposition et faire des scénos. Et donc la première prestation de Wita, donc à l'époque, c'était pour l'île 3000. Grande organisation publique municipale pour des événements incroyables dans l'île. Et on a comment dirais-je fait une scéno, je sais plus, on avait 200 ou 300 mètres carrés et on avait fait des bennes entières et on avait fait des scénos avec des designers sur place. Donc c'était assez, et puis quelques ateliers. Donc là c'est vous qui alliez chercher dans l'île, dans les bennes, tout ce qui était utile, réutilisable, pour faire une scéno, pour faire et ça c'était la scéno durait combien de temps? Ah, ça avait duré combien de temps? C'était pas qu'un week-end. Non, c'était à la gare Saint-Sauveur, mais c'était au moins 3 semaines, un mois. Je sais plus, j'ai plus la durée exacte. Je sais pas combien de temps vous fouillez dans les bennes pour arriver à. Ouais, on fait plusieurs jours. Ouais, c'était assez intense. Ouais. avec un camion, avec un. Ouais, avec camion. J'ai encore des photos de quand on était dans les bennes. C'était assez rigolo, ouais. Et on avait récupéré les trucs et puis on avait fait une grande arche et tout. Bon, on passait vraiment pour des fous, dans le sens où, ou des petits rigolos, quoi. Mais voilà, c'était comme ça. Et du coup, donc là, vous étiez un petit peu à part, un petit peu catégorisé sûrement pour ces prestations-là, et en même temps, vous vouliez amener du trafic sur votre site, des particuliers. Ouais, alors sur le site, on voulait vendre 3 types de choses. Des objets upcyclés, des modes d'emploi, enfin des notices pour que les gens puissent le faire de leur côté. Ok. Ou des ateliers. Et bref, on n'a jamais réussi à se concentrer, à être focus sur un truc. Et puis on a compris au fur et à mesure que c'était galère pour tout, quoi. Ouais. Dans le sens où, par exemple, des objets upcyclés, en fait, les designers avec qui on travaillait, ils sont tout à fait capables de faire des prototypes, des tests, quelques unités. Mais pour qu'un site fonctionne, enfin en tout cas tel qu'on l'imaginait, un minimum de séries. Exactement. Et ouais. Et ça c'était vraiment problématique parce que en fait on s'était fait une montagne d'un truc qui en fait était quasi impossible à réaliser, quoi. Donc ça c'était pour les objets. Après pour les ateliers, on avait testé des trucs, mais les ateliers à vendre en ligne, c'était pas si simple à l'époque. Oui, à l'époque. Et maintenant c'est beaucoup plus courant. Je vois par exemple Weekendo qui fait des trucs assez sympas avec les artisans et tout. Mais à l'époque c'était pas autant établi, quoi. Et puis en plus nous c'était même pas des ateliers avec des artisans. C'était juste des ateliers avec des déchets pour faire des trucs. Ouais. Non mais c'était de la micro niche, quoi. Du coup, au bout de combien de temps et comment vous pivotez? Assez vite, parce que en fait on s'est rendu compte qu'on pourrait pas faire et de la scéno et le site web en même temps. Donc ça arrive printemps 2013. Petite année, une année voilà. après, quoi. Où on se dit bon, on va arrêter le site, mais puis en fait on va continuer ce qui nous intéresse et ce qui nous semblait plus facile, c'est-à-dire de la scéno et puis initier le conseil aux entreprises. Parce que en fait on s'est dit ok, c'est bien de faire des scénos, mais c'est pas ça qui va changer le truc. Naïvement on se disait si on fait des preuves par l'exemple qu'on peut le faire, on arrivera au cœur du réacteur de l'entreprise à dire voilà, on va aussi appliquer ce principe là à ce que font les entreprises, quoi. C'est peut-être quand même ce qui s'est passé, puisque en 18 mois vous avez fait combien de scénos?
je sais quelques plus, dizaines. Oh non, pas autant, non, entre 5 et 10, quoi. Ouais, En fait, on faisait beaucoup d'événements gratuits, payants. On en avait fait, par exemple, au Palais de Tokyo. On avait fait des assos et tout. Ouais. C'est sûrement quand même parce que vous aviez fait des événements et que vous aviez montré que c'était possible que vous avez peut-être pu rentrer par la porte du B2B et d'aller au cœur de... Ouais, tout à fait. Et puis en même temps, il y a eu ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure qu'on faisait des scénos, effectivement, ça faisait des références. Et c'est comme ça qu'on a pu être en contact avec pas mal d'agences de com ou de design qui, eux, travaillaient pour des grandes marques et avaient besoin justement de réaliser des scénographies. Et on a une scénographie qui nous a pas mal marqué parce qu'en fait, je me souviens, tu vois, c'était vers ce mois de juin 2013 où Nico me dit ouais non, on arrête. Et puis dans les 2 minutes, j'étais assez aligné parce que je lui dis effectivement, enfin j'étais emmerdé je crois sur le moment, mais bon bref. Et 2 minutes après, on a un coup de fil d'une fameuse agence qui nous dit on aimerait vraiment faire le projet dont on vous parle depuis depuis plusieurs semaines. Et donc là il raccroche et puis on était comme des dingues, on est reparti quoi. Mais comme quoi ça joue pas grand chose quoi. Et en fait non, on a vraiment bossé là-dessus, on a insisté. Et en fait, en l'occurrence, quand tu fais des scénographies pour des trucs un peu prestigieux, là, c'était pour la boutique Peugeot sur les Champs-Élysées. Eh bien, tu peux pas faire avec que de la récup, quoi. Et donc, ça nous a fait évoluer sur le fait de se dire, mais oui, valoriser les déchets, c'est important, mais en fait, encore aujourd'hui, on conçoit beaucoup de choses, mais sans intégrer la fin de vie. Et c'est comme ça que en fait on s'est dit mais oui c'est ça, nous il faut qu'on aide les gens, on était toujours à mieux concevoir, mais surtout intégrer la fin de vie directement dès la conception. Et c'est comme ça que cette scénographie Peugeot nous a initié à ça. Et donc dès le début on a dit à Peugeot ok on le fait, mais par contre, donc en l'occurrence c'était 3 œuvres monumentales pour la boutique. On a dit par contre ce qu'on veut faire avec vous c'est mettons une vente aux enchères. Et on avait même trouvé l'assaut, on avait fait plein de rendez-vous, on avait trouvé le commissaire priseur et tout. Malheureusement ça n'a jamais fait, mais pour leur dire mais voilà, ces œuvres-là elles sont faites par des designers parisiens. Elles étaient assez belles, c'était 3 animaux un peu en sculpture bois, composés uniquement de triangles avec des LED à l'intérieur, donc en effet lumineux, c'était magnifique. Enfin, j'étais fan de ces animaux. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y avait donc une initiative à l'époque d'une ONG qui était Save Your Logo. Donc on avait dit tous les bénéfices iront à cet asso-là. Malheureusement, ça s'est jamais fait, malgré les nombreux rendez-vous. Mais et vous étiez... on avait compris qu'on devait insister là-dessus. Ouais. Et donc c'est là où du coup il y a un peu plus d'élan, un peu plus de conseils, un peu plus de... Vous rentrez vraiment dans les stratégies ou l'opérationnel, non? C'est pas aussi fluide. Non, les premières années sont quand même dures. Ça vient pas aussi fluide, mais on a eu un autre sujet, un peu, toujours aussi costaud. On a fait une œuvre monumentale là aussi dans un centre commercial, du côté de Villeneuve-la-Garenne. Donc là, c'était pour une agence de design pour ce fameux centre commercial. Et c'était un lustre de 6 mètres de haut, sur lequel, en fait, les visiteurs venaient concevoir avec un designer des objets en 3D qui allaient ensuite être imprimés pour être accrochés au lustre. Et les objets n'étaient pas du tout ceux qu'on voulait imprimer, parce qu'en fait on imaginait en fait par exemple toujours dans cette idée d'upcycling de prendre par exemple un pot de confiture et d'imprimer par exemple une espèce de anse qui venait se visser à ce pot de confiture et ça te faisait une tasse, tu vois. Et parce qu'on faisait ça en fait au bureau, on s'est dit autant imprimer des trucs comme ça qui seront utiles et que les gens peuvent imprimer et puis récupéreront après.
Bon bref, la cliente n'était pas du tout là-dessus. Et on a fait on a imprimé des objets inutiles. Donc c'était assez particulier, mais la plupart des structures en fait du lustre, donc de 6 mètres, qui était composé par 2,5 km de cordes. Eh bien, on a récupéré la plupart des structures. Alors, on n'a pas réussi à tout revendre à l'époque parce qu'on avait, enfin voilà. Mais encore aujourd'hui, on se sert des cordes bleues. Donc on a encore un petit stock. Ah oui. Mais c'est assez rigolo, ouais. Mais tu vois, je crois que j'ai un kit encore ici. On a toujours ces fameuses cordes bleues et ce bleu là. Il est unique. Tu vois, non, c'est un peu un bleu clin et c'est le bleu du logo Circulab. Ouais, j'avais pas forcément. Des pieds peut-être. Non. Un peu plus foncé. C'est vraiment un bleu clin. Mais ouais, c'est rigolo parce que, tu vois, c'est la première fois que je fais la connexion, mais c'est le même bleu que le logo Circulab. Ouais. Et donc, si on accélère, où est-ce qu'il y a le basculement est vraiment on va dire un déclic. Alors le déclic il vient suite à ce projet-là. Nous on s'est installé à Issy Montreuil, qui est maintenant ça fait partie de Make Issy, qui est beaucoup plus connu et réparti en France. Mais Issy Montreuil c'était un incubateur et un lieu qui hébergeait plein d'artisans, donc il y avait plus de 50 savoir-faire qui étaient réunis, et donc c'est pour ça qu'on était installé là-bas, parce que on travaillait avec des gens qui travaillaient le métal, on travaillait avec des designers, etc. Et donc c'est comme ça qu'on avait fait ce fameux lustre d'énorme taille, quoi. Et donc Nicolas Barre, le fondateur du lieu, vient me voir un jour en plein été, donc là on est à l'été 2014, et il me dit j'ai une boîte là dans le bâtiment, ils veulent faire de l'économie circulaire, est-ce que toi tu veux les accompagner, est-ce que t'as un truc là? Je fais bah oui, évidemment, évidemment Nico, j'ai un truc. Bon, j'avais rien du tout, mais oui. Je me suis dit t'inquiète, j'ai un truc. Et donc j'en ai parlé avec Nico et Flora, qui était notre designer à l'époque. Et je leur dis, bah voilà, on va faire un jeu, on va reprendre le business model Canva, là, et puis on va leur donner plein de suggestions, et puis ça va le faire, ça va être cool. Et c'est comme ça qu'en octobre 2014, on a accompagné notre première entreprise avec ce qui est devenu la méthode Circulab. Ouais. Okay. Et donc là, ça a vachement bien marché, malgré le fait que c'était avec le recul pas ouf, mais ils étaient hyper emballés parce qu'ils avaient conçu plusieurs idées. Et surtout, ils en ont mis en place par eux-mêmes après. Et donc là, on s'est dit, c'est hyper intéressant parce que c'est pas nous qui avons dit, faut faire ça. C'est eux, avec leur connaissance du métier. Amené à réfléchir. Exactement. Et surtout à exécuter par la suite. Voilà. Au moins quelques-unes. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on leur a fait se poser les bonnes questions. Et évidemment, on connaît l'économie circulaire, mais on peut pas se présenter comme des experts d'un secteur dans lequel ces gens-là évoluent depuis 20 ou 30 ans, quoi. Mais par contre, la connexion entre les deux fait que ça a amené des choses vraiment intéressantes. Comment tu adaptes, en combien de temps tu adaptes Business Canva à votre marché, votre vision? Il y a eu pas mal de... Non. Il y a eu une première version pour cet atelier. Et aujourd'hui, on en est à combien? Je dirais qu'on a fait une douzaine de versions, mais la 12e version, elle a dû être fixée assez vite, hein, genre 2015, septembre 2000, au bout d'un an, ouais, tu vois. Au bout d'un an, c'était. Ouais, on a essayé plein de formats, plein de itéré, et ça fonctionnait, quoi. Il y avait eu plusieurs. On a refait une version parce qu'on a changé de nom de Witto pour Circulab, etc. Donc on a refait l'identité graphique en 2019, et donc là c'est la dernière version qui s'est faite. Et puis on a eu quelques suggestions aussi de l'équipe design circulaire de la Fondation MacArthur, enfin 2-3 quoi. Donc voilà, c'est la toute dernière version, c'est là. Mais les plus grosses itérations effectivement c'est 2014-2015. Et depuis du coup, combien d'entreprises, combien de personnes ont utilisé ces outils ou en tout cas vous êtes intervenu Alors c'est une question vu que c'est en open source. Ouais, mais je sais que avec tous les membres de la communauté, on sait qu'on a facilement dépassé les 50 000 participants à nos ateliers au cours. Je pense dès 2010
2019-2020. Ok. Et enfin voilà, tu vois, maintenant il y a des promos d'écoles de commerce. Là, par exemple, il y a une école de commerce à Lille, ça s'appelle l'IESEG. Ils ont une promo ils sont 1000 étudiants. Bon, t'as 1000 téléchargements, quoi. donc ça fait plusieurs années. Donc, effectivement, on sait qu'on a des milliers et des milliers de téléchargements, mais on pourra pas, enfin, un téléchargement veut pas non plus dire aussi une utilisation active et pertinente à chaque fois de l'outil. Mais par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que à chaque fois qu'on croise des gens à des événements, on a souvent des gens qui nous disent, moi j'utilise vos outils, c'est trop bien, merci et tout. Alors et donc vous ne connaissiez pas, vous ne saviez pas. Exactement, et ça c'est hyper surprenant. Mais au moins voilà. Et puis même parfois on a des vidéos. Une fois on a eu une vidéo d'une présentation en Honduras où les gars ils montraient le circulaire Canvas, toute leur stratégie et tout. Enfin bref, t'as des cadeaux comme ça qui te tombent du ciel. Et du coup c'est un parti pris que vous avez décidé de mettre en open source ces outils, alors que vous auriez pu, du coup, les monétiser. Vous avez réfléchi, du coup, à donner accès à tout ça et garder. Qu'est-ce que vous avez gardé, du coup, et comment vous avez construit le modèle économique de Circulab à ce moment-là? Ça s'est vraiment fait étape par étape et petite étape par petite étape. En gros, donc il y a cette fameuse prestation en octobre 2014. Donc ça c'était intéressant, et puis on n'a pas compris tout de suite qu'on tenait une petite pépite, mais en janvier 2015, le 15, je m'en souviens bien, le 15 janvier 2015, c'était une semaine un peu déprimante parce qu'il venait d'avoir les attentats contre Charlie Hebdo. Mais on a fait une démo publique avec des entreprises, des gens qu'on connaissait à Issy-Montreuil. Et en fait, les gens étaient hyper enthousiastes, quoi. Genre, c'est trop bien et tout, hyper intéressant. Il y avait combien de personnes 20-25. Ouais. Et puis surtout, autre enseignement surprenant. Donc ça nous a amené nos premiers clients, mais surtout autre enseignement, enfin qui étaient donc des grandes entreprises. Mais autre enseignement surprenant, j'y arrive, c'est que ceux qu'on considérait être nos concurrents nous ont dit, mais nous aussi, on veut utiliser cette méthode. De ça. Ouais. Ah bon? Ouais. Et puis on a refait une démo en mars, et puis on a refait bref, on en refaisait de plus en plus, et puis en juin, il y a encore des gens qui nous disent, mais là, on se dit, bon, il y a un truc à faire. Donc, je crois que c'était en mai 2015, on se pose et on se dit, bon, on va faire un circular canvas, enfin, on va s'appliquer à nous-mêmes notre méthode, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a créé la Circulab Community. Alors, qui s'appelait à l'époque Circulab Network. Mais, en gros, on s'est dit, voilà, nous, on va mettre à disposition les outils, on va former les gens pour qu'ils puissent former à leur tour et puis accompagner leurs clients. Et à l'époque, c'était principalement des consultants indépendants, mais on a eu une première promotion de 6 personnes en septembre 2015. Mais c'est comme ça que... Uniquement en France? Non, dès la première promo, c'était international, puisqu'il y avait un Belge, Vincent, que je salue, qui fait toujours partie de la communauté. Et donc, on avait tout de suite l'ambition de le faire à l'international, parce que on a eu septembre, et puis en novembre, on a eu Michel qui venait de Norvège, et puis j'ai oublié son prénom, qui était du Canada, mais elle est restée que 2 ans dans la communauté. Et donc ça c'était assez fun parce que en fait assez rapidement on a eu plusieurs pays dans la communauté à gérer. Donc est-ce que à cet instant-là, entre guillemets, on peut considérer, au lieu que vous ayez des concurrents, en fait vous les avez fédérés et vous animiez et vous donniez, vous les nourrissiez avec les bons outils, les bonnes formations, les bonnes pratiques. Ouais. Est-ce que c'est un petit peu ça ce qui s'est passé? Ouais, tout à fait. C'est exactement ça.
on a finalement compris que ils avaient des expertises, ils avaient des clients et puis surtout nous, comme tu dis, on les nourrissait, mais ils nous nourrissaient aussi. Ils nous remontaient les feedbacks et tout. Donc c'était hyper vertueux parce que on s'apprenait des choses et puis et au fur et à mesure aussi que la communauté grandissait, la réputation de Circulab s'améliorait aussi. Donc Vincent, justement, dont je te parlais tout à l'heure, me le disait au bout de 2-3 ans, il me dit en fait, quand je me présente auprès de clients, je dis rapidement que je suis consultant certifié Circulab parce que en fait on était on était présent dans 10 pays et tout, et il me dit je passe pas pour un rigolo, quoi. Et donc en fait c'était vraiment le cercle vertueux qui s'est créé au fur et à mesure. Alors on va revenir sur je pense un livre, un podcast, le changement d'identité. Mais donc aujourd'hui Circulab, c'est une centaine de consultants. Alors Circulab, avant d'avoir la communauté, c'est une agence de design dédiée à l'économie circulaire, ou agence de design circulaire, qui va faire à la fois de la formation, de la sensibilisation, et ça c'est à travers la Circulab Academy. Donc en fait c'est un site sur lequel les gens ont des formations, les outils qu'on a rapidement évoqués en téléchargement libre, vraiment toutes les actions de sensibilisation. Voilà, c'est sur la Circulab Academy, c'est on va dire la première brique de Circulab. Ensuite Circulab, c'est du conseil et du design, c'est-à-dire qu'on va aider nos clients à concevoir des produits, des services, des interfaces, des processus avec les principes de l'économie circulaire dès la conception. C'est-à-dire que on n'est pas là pour gérer les déchets. Dès le début de la conception de n'importe quel process, on va intégrer les différentes étapes de vie du produit et faire en sorte de retourner les contraintes en opportunités de façon à ce que on soit le plus vertueux possible. Est-ce que quand tu dis interface et produit, c'est à chaque fois des produits physiques? Alors on a aussi fait des interfaces plus triviales, dans le sens où fallait faire du reporting, fallait impliquer des personnes sur des sites, par exemple. On faisait des rendus, des reporting de façon à ce que les gens comprennent les messages et leur progression, quoi. Donc voilà. Et Circulab Community, du coup? Effectivement, j'ai bien. C'est la troisième casquette. Voilà, en fait, la Circulab Community, effectivement, on l'a un petit peu présenté déjà, mais c'est une centaine aujourd'hui d'experts qui sont répartis dans 25 pays sur les 5 continents et qui, comme je te le disais tout à l'heure, forment et accompagnent leurs clients sur ces sujets-là. Donc il y en a c'est ça qui est assez génial, c'est que cette communauté aussi nous permet d'être beaucoup plus pertinent quand on va accompagner des clients. Par exemple, ils ont tous des expertises métiers ou des expertises sur des secteurs, mais aussi des expertises sur des territoires. Et en fait, c'est ça qui est passionnant, c'est que ça correspond beaucoup à notre vision de l'économie circulaire, c'est-à-dire que l'économie circulaire, c'est un paradigme beaucoup plus local. Et en fait, nous, à l'époque, on était basé à Paris, on voulait pas débarquer dans un territoire et dire, voilà, nous, on débarque de Paris, on va vous expliquer la vie. Déjà, c'était pas bien vu, mais en plus, c'était pas forcément cohérent avec notre positionnement. Et donc, quand on arrivait en Belgique ou quand on arrivait dans le sud de la France, on avait des consultants qui étaient formés à nos outils et qui connaissaient les spécificités du territoire, les acteurs, exactement, les pratiques peut-être. Et tu gagnes en légitimité de façon incroyable, en fait. Par exemple, là, on travaille avec une IDO qui est une des agences des Nations Unies pour le développement industriel en Amérique du Sud. Et là, on travaille avec des consultants Circulab qui sont basés en Amérique du Sud sur la rédaction de feuilles de route pour différents pays là-dessus. Donc, nous, on amène notre savoir-faire et tout, mais on confronte en fait avec toutes les données du terrain. Et c'est ça qui est passionnant, et parce que on a une méthode commune et ça nous amène à des choses beaucoup plus pertinentes. Vous êtes déjà réunis tous ensemble? Quasi impossible. Impossible, hein. Ouais, non, ça c'est impossible, on aimerait bien, mais bon,
Il y a des gens qui ont fait le déplacement. Bah, tu vois, je pense à Federico qui, dès juin 2016, lui, il était venu de Buenos Aires, il avait fait toute une tournée en Europe, etc. Et puis on l'avait formé. Je l'ai pas revu Fedé depuis. Mais par contre, il y en a qui se voient. Je continue sur l'exemple de Federico. On avait deux, trois, mais lui, il avait été à Pékin et il avait rencontré Sonny qui est une de nos consultantes en Chine, et tu vois des photos, tu te dis mais c'est incroyable, on fait des connexions comme ça avec des gens qui se seraient jamais rencontrés autrement, quoi. C'est quoi la répartition, on va dire France ou France, le reste du monde? Ça évolue pas mal dans le temps, mais grosso modo on doit être sur un bon tiers en France et le reste à l'étranger. Et puis après en langue commune c'est principalement l'anglais, parce qu'en plus maintenant la formation est beaucoup plus longue aussi pour être membre de la communauté, et ça se passe principalement en ligne, en anglais, et après il y a 2 jours plus intenses, soit à Paris soit en ligne, mais la plupart des formations se font en anglais. Et donc là en France il y a au-delà de cette community, en collaborateur, il y a combien de personnes aujourd'hui? On a une petite dizaine. Ok. Moitié à Paris, moitié à Nantes. Ok. Et donc si on revient sur le changement d'identité, pourquoi de passer de Wita à Circulab? Alors c'était un petit peu compliqué pour nous parce qu'on était une petite équipe à l'époque, et en fait on était l'agence Wita qui a créé la méthode Circulab. Et la méthode Circulab avait le Circulab Network. Et en fait, on gérait plein de marques, alors que tout était complètement lié. Et puis surtout... Et que ce qui prenait vraiment beaucoup d'importance et de communication, c'était Circulab. Et donc on a eu du temps à réaliser. C'est surtout qu'en 2017, avec Nico, qui on avait fondé Wita, on s'est séparés. Il a quitté l'aventure. Et Justine, qui était notre salariée à ce moment-là, on est devenus associés. Ok, elle était salariée, elle était déjà dans l'équipe. Okay. Ouais, elle est arrivée en stage en janvier 2016. Transition parfaite. Génial. Elle est arrivée en janvier 2016. Okay. Et elle a fait un stage, c'est super bien passé. Puis elle est revenue avec nous à partir de septembre 2016. Et donc ça s'était bien passé. Et puis en fait, non, il y a un moment où j'ai dit avec Nico, ça se passe plus très bien. Donc Justine, je te le dis, je vais aller voir Nico pour lui dire que soit il rachète mes parts et tu vas bosser avec lui, soit je rachète ses parts et on va bosser ensemble, et soit tout s'arrête. Il me dit je t'arrête tout de suite, on va bosser ensemble, on va racheter les parts de Nico, et puis c'est comme ça que ça va se passer. Et puis j'ai fait nickel, j'en attendais pas moins. Et donc c'est comme ça qu'on est associés depuis plus de 5 ans maintenant. Et que maintenant tout est uniformisé autour de Circulab. Ouais, effectivement. Et donc ça fait partie des réflexions. C'est pas venu tout de suite, mais effectivement, au bout d'un moment, avec Justine, on s'est dit mais putain, qu'est-ce qu'on se prend la tête à garder Wita, en plus avec un nom impossible à écrire parce que c'était quand même WIITHAA. Je pense qu'il y a un nombre de gens qui ont voulu nous trouver mais qui se sont plantés. Qui ont été sur un autre site et qui ont abandonné. Ouais, c'est un peu ça. Donc non, c'était beaucoup de bon sens que de simplifier tout ça. Comment vous organisez, comment vous répartissez un petit peu les tâches ou les sujets avec Justine aujourd'hui? C'était un vrai sujet, ça, parce que pendant longtemps on a été principalement 2, et puis au fur et à mesure qu'on intégrait des gens dans l'équipe, on se rendait compte que on avait un fonctionnement qui c'est assez naturel entre nous. C'est-à-dire qu'on bosse sur les projets, c'est-à-dire en fonction d'un projet, un tel ou un tel va le prendre, et puis en fonction des besoins, on va l'aider ou pas. Et puis évidemment, en fonction des expertises ou des talents de chacun, on va l'aider au moment approprié. Et en fait, pour nous, c'était évident. Mais en fait, pour des gens qui arrivent alors que le train est en route, ça l'est moins, évidemment. Et donc ça s'est mis en place petit à petit, et puis on s'est amélioré aussi d'un point de vue gestion d'équipe. Et
et donc voilà, c'est comme ça, on fonctionne toujours comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui tu as par exemple Fabrice qui va s'occuper de la Circulab Academy, Anna qui va gérer la Circulab Community, et puis ça on va dire les piliers. Avec Justine on s'occupe principalement du conseil design, et puis en fonction des ressources dont on a besoin, on va s'accompagner. Mais tu vois, Fabrice va peut-être faire du conseil parfois, Anna elle va pouvoir faire des ateliers aussi, enfin bref, on a des designers aussi qui bossent en fonction des besoins pour l'académie, pour la communauté, pour le conseil, bref. On aime bien c'est assez polyvalent. Ouais, et puis il y a pas de routine quand même. Ouais, et puis j'aime bien, je sais plus où j'avais vu ça, c'est une organisation assez cellulaire, quoi. C'est voilà, bon, c'est pas toujours parfait, je pense qu'on pourra optimiser plein de trucs, mais ma vraie satisfaction, c'est que les gens sont hyper contents de venir bosser, donc profitons-en. Et Justine est restée à Paris. Ouais, Justine est à Paris, et donc moi je suis à Nantes. Comment arrive ce projet d'écriture de livre ? Alors ça c'était en 2014. On se rendait bien compte avec Nico qu'on avait une vision de l'économie circulaire qui était pas si commune, enfin que je veux dire, qui était pas partagée par tous ceux qui en parlaient à l'époque en tout cas, où on était encore dans un... Oui, c'est vrai. Il y a eu plusieurs rééditions en fait, c'est ça ? Non. Il a été sorti. Il a été publié en novembre 2015. Ok. Et après, il a été republié. Ah oui. En version anglaise et en chinois. Ok. Et donc voilà, non, ouais, ça. Mais c'est le fond est le même. Là où on a un peu actualisé le propos, c'est à travers le podcast qui a le même nom que le livre, Activer l'économie circulaire. Donc d'abord le livre, comment vous dites on va écrire, on va avoir un support, un peu une méthode manuelle. Bah tu vois, quand on a commencé à créer les outils avec Nico, donc plutôt vers la fin 2014, on s'est dit mais il va falloir qu'on matérialise tout ça, et c'est comme ça qu'on a qu'on a commencé à rédiger. On est parti, on avait un 4e associé à l'époque qui avait une petite maison en Normandie qui nous l'a prêté une semaine, et il a dit allez vous enfermer là-bas, vous me parlez de votre livre depuis des mois et des mois, vous allez l'écrire et puis on en reparle. Et donc on est parti là-bas, c'était en décembre 2014, et il faisait nuit hyper tôt, bref on n'avait pas d'autre choix que d'écrire quoi. Et bravo, en une semaine de... Ouais, on avait fait 80% du boulot, ouais, mais par contre ce qui est cool, c'est qu'après on a fait une collecte sur KissKissBankBank, enfin des préventes quoi. Ça a correctement marché, et puis en fait de fil en aiguille, notre avocate qui est aussi éditrice maintenant nous dit mais en fait moi je suis en contact avec Erol, je suis sûr que votre projet de livre ça pourrait les intéresser, et donc elle nous a mis en relation. Et en fait Erol ça les a intéressés parce qu'en 2015 c'était la COP 21, ouais. Et donc il y avait une petite fenêtre d'opportunité. Et donc en juillet 2015, on a eu la confirmation comme quoi ça y est, bim, c'était il y allait avoir l'édition du livre. Donc sur le moment, on était hyper contents. Avec le recul, bon, c'est clair que c'est beaucoup plus intéressant que d'auto-éditer. Enfin, je veux dire par là, en termes de distribution, c'est plus pratique. Après, je me rends compte qu'on aurait pu aussi l'auto-éditer parce que grâce à la collecte sur KissKissBankBank, on pouvait faire un premier batch d'impression. Mais bon, pour les aujourd'hui encore, il est quand même important ce livre. Oui, parce que on va dire les valeurs clés, notre vision, je pense qu'elle a relativement peu changé. Elle s'est bien sûr précisée, mais on parlait déjà de résilience, on parlait déjà de régénération dans ce bouquin-là. Donc évidemment, tout serait à repréciser, mais toute l'inspiration de vivant, le fait de designer, etc. Il y aurait plein de trucs à repréciser, je pense, mais la base est là. Et du coup, cette base, justement, dans ce livre, a amené le projet du podcast. Ouais. Pour avoir un peu plus d'interaction, un peu plus d'animation. Ouais. Et puis, en fait, j'étais assez fan du format.
Et en fait, j'adore échanger avec les gens, d'autant plus d'un sujet qui me passionne. Et je me suis dit, j'avais posé la question sur LinkedIn, si je faisais un podcast de telle ou telle façon. Et puis en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, carrément et tout. Et donc c'est comme ça que on a enregistré quelques épisodes avec Justine, et puis on s'est pris au jeu. Et puis non seulement c'était intéressant pour les gens qui nous écoutaient, mais même pour nous, en fait, on prenait beaucoup de plaisir à faire ces épisodes. Et puis, comme on a une vision assez entière de l'économie circulaire, dès qu'on avait des projets qui nous intéressaient ou qui correspondaient à cette vision-là, eh bien, ça nous donnait envie de les interviewer, et donc on arrivait à dénicher des pépites. Il y en a qui sont devenus hyper connus, et tant mieux pour eux par la suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça nous permettait aussi de nous améliorer professionnellement parlant, parce que les gens, quand tu discutes 1 heure de leur sujet en profondeur, en fait, t'apprends des tas de choses, et c'est ça qui était passionnant. Et donc il va peut-être bientôt reprendre d'ailleurs, donc je mettrai des liens. On en parlait encore hier avec Justine. Ouais. Si on prend le futur, l'avenir, ou si on se positionne surtout peut-être pour l'instant salarié, côté professionnel, côté salarié ou chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire, les 2-3 premières actions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se mettre en marche, pour faire ce premier pas dans l'économie circulaire, en tout cas dans la valorisation et la réutilisation dans son activité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et si je peux me permettre, Gaël, est-ce que je peux définir un peu l'économie circulaire? Parce qu'en fait, c'est un peu le souci, c'est qu'il y a beaucoup de définition, et l'idée c'est pas d'en rajouter une autre, mais c'est au moins de clarifier le propos. Pour nous, donc pour faire simple, l'économie circulaire, c'est une économie où la notion de déchet n'existe pas, on y revient, mais surtout il y a 3 principes clés. Le premier, c'est la sobriété, notamment dans l'approvisionnement. C'est-à-dire que il faut ne plus extraire, ou en tout cas le moins possible, de matières premières. Et si on en extrait, priorisons les matières renouvelables. Premier aspect. Deuxième aspect, l'efficience. Donc faire en sorte de faire plus avec moins. Donc ça, on va dire notamment pendant les usages, pendant la production, et puis surtout pendant toutes les phases qui vont suivre les phases d'utilisation, c'est-à-dire la réparation, le reconditionnement, etc. Ça, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, l'efficience, c'est souvent la partie la plus intéressante pour notamment les grands groupes, notamment aussi dans la pensée anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vous disent on fait de l'économie circulaire, on y va à fond sur l'efficience, mais par contre la sobriété, pas les masses. Et c'est dommage parce que on a précisément besoin de sobriété. Pablo Servigne parle de sevrage. Je pense qu'effectivement, il va falloir en fait aller directement à l'étape du dessus, parce que en plus tout est corrélé, c'est-à-dire que on est dans un système économique où tout est basé sur la croissance économique. Donc, comme malheureusement la croissance économique est parfaitement corrélée avec notre consommation de matière, en fait, tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut sortir des business models de renouvellement qui nécessitent de toujours avoir de nouvelles matières, et qu'il faut passer à des business models, on va dire, d'optimisation, de créer avec l'existant, eh bien, en fait, on sera toujours dans le même paradigme. Donc ça, c'est vraiment important de dire OK pour l'efficience, évidemment pour l'efficience, mais aussi avec cette notion de sobriété, quoi. Et troisième principe, c'est la régénération. C'est-à-dire que l'économie circulaire, il faut bien le garder en tête, ce n'est pas un objectif, ce n'est qu'un moyen pour faire en sorte que les écosystèmes desquels on dépend, notamment les écosystèmes vivants, puissent se régénérer. Donc les laisser en meilleur état que dans l'état dans lequel on les trouve. Et donc ça veut dire créer des processus, des business models qui vont capturer plus de carbone qu'ils vont en émettre, régénérer les sols plutôt que de les détruire,
améliorer la biodiversité plutôt que de la détruire, etc., etc. Et ça, c'est pas impossible, c'est juste une approche différente, c'est-à-dire que quand on va concevoir quelque chose, on ne va pas concevoir un produit, on va concevoir un système. Et donc ça nécessite d'avoir une vision avec des critères différents, pas uniquement du quantitatif, mais aussi du qualitatif, et aussi des paramètres de prise de décision différents, pas juste l'économique, mais aussi le social, l'environnemental. Et donc, quand tu penses en système, tu penses les différentes parties prenantes qui vont être liées à ce qu'on pourrait appeler le produit, mais à ces différentes étapes de vie, donc les parties prenantes, voilà, mais pas uniquement les acteurs économiques, aussi le vivant, tout simplement. Et puis ici, considérer le temps. Pas juste le court terme, mais aussi le moyen et le long terme. Enfin bref, ça fait pas mal d'aspects, mais c'est ce qui rend le sujet beaucoup plus passionnant. Et surtout, l'approche systémique, celle qu'on défend, elle donne naissance à de l'innovation de rupture. On n'est pas là pour coller des rustines. C'est-à-dire que souvent on va coller on va ajouter des surcouches à quelque chose qui est très mal conçu. Typiquement, les marques de boissons gazeuses vont distribuer en canettes ou en bouteilles, et puis on va faire toute une usine à gaz pour espérer recycler une bouteille sur 2. Mais non, mais en fait, l'autre bouteille sur 2, qu'est-ce qu'on en fait? Ça n'a pas de sens. Donc il faut juste repartir du besoin essentiel auquel les gens veulent boire. Mais il faut pas s'amuser quels sont les moyens qu'on a à disposition pour les faire boire, et juste donner le strict essentiel. Pas, ok, on a investi dans des usines à gaz incroyables, donc maintenant il faut les rentabiliser, point final. Bah non, désolé, en fait, il va falloir faire différemment parce qu'on a dépassé des limites assez dramatiquement. Est-ce qu'un exemple, peut-être qui parle à beaucoup de personnes, Patagonia, c'est un bon exemple de ces trois, dans ces trois. Oui, alors effectivement, Patagonia, il y a des aspects intéressants, il y a des marges de progression partout, mais c'est pas un exemple que je connais particulièrement bien. Est-ce que tu peux nous partager un ou deux exemples qu'on connaît un peu en France? Ouais, tout à fait. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est d'ailleurs le premier épisode du podcast, c'est l'histoire de Batho, BATHO, qui est une entreprise du côté de Rezé, à côté de Nantes, qui récupère des voiliers. Ouais. Donc la plupart des voiliers, il faut savoir, en France, ont été pour beaucoup mis en service dans les années 70-80. Donc plastique, résine. Voilà, et surtout que les propriétaires de ces bateaux en France ont en moyenne plus de 70 ans. De tous ces bateaux, c'est un truc hallucinant, et que la durée moyenne d'utilisation de ces bateaux, c'est 1 journée par an. Et on a construit des ports et des casiers pour les garder. Et malheureusement, on arrive au moment où ces bateaux, au bout de 40 ou 50 ans, se désagrègent en fait dans l'eau avec cette fameuse résine. et en fait, Didier Tocquet a eu l'idée de génie de se dire, mais je vais racheter ces bateaux en euros. Parce que en fait, personne ne le veut de ces bateaux. Les processus, on va dire, de valorisation entre guillemets, sont trop compliqués, sont très coûteux. C'est 2500, 3000 euros par bateau pour les désosser, valoriser ce qui est valorisable, et puis envoyer à l'étranger ce qu'on envoie à l'étranger. Et en fait, lui, il s'est dit non, moi je vais racheter 1 euro symbolique les bateaux, et je vais former des gens en insertion pour retaper les bateaux, et on va réutiliser qu'une seule fonction du bateau, c'est la fonction hébergement. Et donc en fait, de choses dont personne ne voulait, en l'occurrence véritablement des déchets, et il en a recréé des salles de réunion, des chambres supplémentaires en fait. Sur toutes les côtes? Il a réussi ou? Alors principalement à Nantes, et puis là il vient de revendre l'entreprise, notamment au groupe SOS.
Mais c'est assez génial parce que en fait, il recrée des savoir-faire locaux. À des gens qui voilà, et puis en repartant de déchets, et puis les bateaux, moi c'est assez particulier, mais il y en a bien qui ont des mobil-homes chez eux, donc un bateau c'est tout aussi sympa. On parle beaucoup de tiny house. Ouais, c'est ça, pas besoin de reprendre toute une suite de matières. Donc voilà, ça c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que justement il y a cette dimension économique. On reprend, on recrée de la valeur avec ce qu'il y a. Dimension sociale, on redonne des savoir-faire, des activités à des gens qui malheureusement n'ont pas forcément de revenus. Et puis surtout, d'un point de vue environnemental, on évite les déchets. Et puis surtout, par exemple, ils pouvaient imaginer des business models différents pour ces hébergements plutôt que de les vendre. Ils pouvaient les louer au camping, etc., etc. Bref, il y a plein de choses à faire, mais voilà, ça c'est un bon exemple de ce qui me semble intéressant à mettre en place. Un second peut-être où il y a un peu peut-être une notion, même si justement c'est intéressant d'être que sur le local, mais est-ce qu'il y a un acteur qui a créé quelque chose un peu plus au niveau national? Il y en a un qui est en train de faire ça au niveau national et pour le coup c'est un autre épisode passionnant du podcast et là aussi lui il est en train de cartonner parce que c'est quelqu'un de très brillant. C'est Michael Rose qui a créé Toupy Organics. Alors que fait Toupy Organics? Il valorise un truc que chacun de nous produisons en quantité astronomique, c'est-à-dire l'urine. C'est-à-dire que plutôt que de polluer 5 à 10 litres d'eau potable à chaque fois qu'on va uriner, eh bien en fait, Michael a imaginé un processus de valorisation de ces urines. Il faut savoir que dans les urines, par exemple, il y a ce qu'on appelle le phosphore, qui est un des minéraux qui est hyper important pour la croissance des végétaux. Et actuellement, ce phosphore, enfin jusqu'à présent en tout cas, on l'importait principalement, par exemple, de Russie ou du Maroc. Donc évidemment, avec les tensions diplomatiques, tu peux imaginer que c'est un petit peu plus compliqué d'en avoir. Et en plus, évidemment, comme pour toute matière dans un espace fini, il y en a pas suffisamment pour tout le monde jusqu'à vitam aeternam. Nous, on produit. On ingère et on le rejette, on le sépare. Et en plus, ce phosphore, si on continue juste là-dessus, il va passer dans les stations d'épuration, etc., etc. Et puis ça va être rejeté et ça va polluer les cours d'eau et puis ça va polluer aussi les mers, quoi. Et donc surtout que le phosphore, les poissons n'en ont rien à foutre. Donc en fait, il est en train de mettre en place des voies pour récupérer ces urines. Son objectif, c'est valoriser à terme 100 millions de litres en France d'urine chaque année. 100 millions de litres, enfin c'est un truc délirant. Mais surtout, ce qui est passionnant, c'est que Michael et son équipe, je le mets en avant parce qu'il y a que lui que je connais dans son équipe, mais ils ont imaginé justement un processus de valorisation décentralisé. C'est-à-dire qu'il veut mettre un centre de valorisation de l'urine dans chaque département français. Comme ça, c'est plus simple. Et ils ont eu l'idée de faire ça auprès des collectivités agricoles. Ah oui. De façon à ce qu'ils puissent produire le phosphore avec cette urine. Alors, les agriculteurs. Plus que le phosphore, une partie de leurs engrais. Oui, voilà. Avec cette urine. Génial. Avec le processus. Donc 100 millions, ça veut dire que au minimum. C'est 10% de l'urine en France. Et donc au minimum, entre guillemets, sauver 500 millions de litres d'eau. Potentiellement. Ouais. C'est donc 10%. Et incroyable. Et donc, ce qui est passionnant, c'est que non seulement tu évites la pollution de l'eau, avec tous les impacts, il faut savoir que, comme l'explique très bien Michael, le premier marché en France, c'est pas le marché de l'agriculture, c'est le marché de retraitement de l'eau. Oui. C'est plus de valeur économique, plus de coûts finalement que le marché de l'agriculture. C'est quand même hallucinant, quoi. Et donc t'évites une partie de ça.
Et puis tu évites l'impact sur les écosystèmes des rejets de ces stations d'épuration, etc. Enfin, toute l'énergie associée. Et puis en plus, tu augmentes l'indépendance en termes de du territoire. Effectivement, du territoire, en termes de production d'engrais et donc en termes de production alimentaire. Tu peux pas faire du 100% avec les engrais de toupie, mais tu peux déjà faire du moins 50%. En gros, si vous voulez continuer à avoir des exemples, vous allez voir les 48 et autres épisodes qui sont sur le podcast et de nombreux qui vont venir. Ouais, tout à fait. Voilà, incroyable. Déjà 2 pépites là qu'on mettra dans les notes. Sur l'avenir, qu'est-ce que tu penses on a peut-être déjà commencé à entrevoir un aspect important sur les matériaux et l'aspect indépendant. Qu'est-ce qu'on doit creuser, qu'est-ce qui est prioritaire là et que tu vois qui peut arriver, qui peut-être c'est le bon moment de s'en préoccuper parce que c'est possible. Tu veux dire sur des matières ou des matériaux spécifiques? Sur des aspects de l'économie circulaire dont on peut s'occuper aujourd'hui en tant qu'entreprise. Ah oui, alors on en revient à ta question initiale. En fait, je pense que il y a plusieurs effectivement questions qu'on peut se poser. C'est d'abord essayer de répondre à la question, mais à quoi ça sert en fait, à quoi sert mon entreprise vraiment, on parle de raison d'être, d'entreprise à mission, peu importe, mais effectivement le fait de répondre à cette question, ça va permettre de faciliter pas mal d'étapes qui vont suivre. J'entends par là que si on ne s'occupe pas notamment des besoins essentiels, c'est-à-dire manger, boire, dormir, éventuellement se déplacer, etc., en fait, ça va être de plus en plus difficile de faire société. Et donc, continuer à s'occuper de besoins superficiels, ça va être un petit peu difficile. D'autant plus si c'est pour cramer du carbone, etc. Donc, c'est ça qui va être important, c'est vraiment répondre à ça. Et je sais que je peux paraître un peu extrême quand je dis ça, hein, mais c'est simplement que aujourd'hui, on a changé de monde. 2020, je pense que c'est la date où on est vraiment rentré au XXIe siècle et on n'a pas encore pris conscience de tous les dominos qui tombaient un à un en fait. Et ça c'est vraiment difficile, mais c'est pour ça que je dis mais oui, occupons-nous d'abord de savoir si on va bien manger, si on va bien se soigner, si on va bien boire. Par exemple, tu vois là le GIEC Pays de la Loire a récemment publié le fait que d'ici 2027, 80% je crois de cours d'eau en très France, compliqué, très tendu d'avoir de l'eau potable, c'est ça? Alors, par exemple, Nantes là ces derniers jours a failli ne pas avoir la possibilité d'approvisionner les robinets de la ville en eau potable. Donc c'est pas arrivé cette année, ça ne devrait pas arriver, je touche du bois, d'ici la fin de l'année, mais ça veut dire qu'un jour ou l'autre ça finira par arriver. On est quand même sur une agglomération de 500 ou 600 000 personnes, quoi. Et donc le GIEC Pays de la Loire, excuse-moi je termine là-dessus, estimait que en Loire-Atlantique, je crois 80% des cours d'eau seraient en mauvais état d'ici 2027, quoi. Donc ça veut dire des conséquences en chaîne sur tout le reste, sur l'agriculture, sur la biodiversité, etc. Oui, je peux paraître extrême, mais en fait, la situation l'est d'autant plus, quoi. Et elle est déjà dans notre quotidien, et elle est déjà sur notre territoire. Oui, clairement. Ouais, très clairement. Ok, donc oui, se poser cette première question. Est-ce qu'il y en a d'autres, des questions qui viennent après pour justement ouais, tout à fait. amener la réflexion et des actions? Ouais. Une deuxième étape qui peut être assez rapide, c'est se reposer la question de comment l'entreprise, une fois qu'elle a répondu à cette question, à quoi je sers, comment elle crée de la valeur. Quels sont ses business models et surtout quels sont les impacts de ces business models. Et c'est là que un des outils de la Circulab Toolbox est utile, c'est que
avec le Circular Canvas, on va restituer un petit peu tous les choix de business model qu'on a fait et on va voir les impacts évidemment économiques, tous les coûts et revenus correspondant à ces choix de fonctionnement. Et ensuite, tous les impacts écosystémiques. Et quand on parle d'écosystème, on parle plus d'écosystème que d'environnement, c'est-à-dire qu'on va parler d'écosystème vivant. Nous aussi, les impacts sanitaires, etc., mais aussi les impacts pour les autres vivants, mais aussi les impacts, on va dire, sur les écosystèmes humains, sur les territoires, sur le fonctionnement. Par exemple, la résilience d'un territoire. Est-ce qu'il y a des savoir-faire ou non? Typiquement, l'exemple du Covid est là pour nous le rappeler. En fait, en Bretagne, il avait été fermé quelques mois ou quelques années avant la dernière usine de fabrication de masques. En fait, on a coupé, on a enlevé le savoir-faire local avec toutes les expertises associées. Et finalement, on a diminué la résilience non seulement de la Bretagne, mais du pays entier. Et puis, au résultat, on a importé des tonnes et des tonnes de masques de l'autre bout du monde en avion. Évidemment, pour que ce soit plus rapide et immédiat. Ok. Donc, et on en revient à ça, c'est faire aussi évoluer les critères de décision, parce que ce qui a amené à cette situation-là, c'est qu'on a tout priorisé sur la performance économique, très court terme. C'est ça, alors que en fait, il va falloir intégrer aussi des aspects, on va dire, écosystémiques, mais aujourd'hui les gens disent plutôt environnementaux et sociaux. C'est-à-dire, est-ce que en tant que société, on va être capable de supporter les chocs à venir, etc. Est-ce que mon entreprise a un rôle à jouer là-dedans? Oui, non. Enfin voilà, ça c'est des questions. Donc vraiment, se reposer la question de la raison d'être, comprendre un peu comment on fait de la valeur, quels sont les impacts négatifs, positifs de cette création de valeur, et puis faire aussi évoluer ces critères de décision. Pas exclusivement du quantitatif, aussi du qualitatif. Ça c'est dans tout système, il y a cette diversité. Et surtout, autre paramètre important, vraiment avoir des champs des angles de vision différents, donc à la fois l'économique, le social et l'environnemental, par exemple. Le triptyque. Peut-être juste avant de passer aux dernières questions, en tant que particulier, quand on est dans son foyer, peut-être se poser aussi la question de où est-ce que je jette, ou est-ce que je peux plutôt valoriser tel ou tel déchet que je pensais être jusqu'à présent un déchet. J'imagine que on a en tête aujourd'hui les vêtements, on peut les valoriser, mais il y a beaucoup de matières, beaucoup de déchets qui aujourd'hui peuvent être valorisés assez facilement en se déplaçant ou en le mettant au lieu de le mettre dans une poubelle, de le mettre ailleurs, quoi. Alors avant de parler des déchets, il y a aussi je pense la question de qu'est-ce qu'on achète, quoi, parce que est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter tel ou tel truc, pourquoi je l'achète, à quoi ça sert, on y revient, et puis est-ce que en fait j'ai vraiment besoin de l'acheter, est-ce que je peux pas le louer ou l'acheter d'occasion, bref, il y a plein de solutions en fait. Et c'est vraiment l'entrant et le sortant de la chaîne qui sont à chaque fois tout à fait, et c'est ça qui est important. Après évidemment, oui, c'est mieux de composter ces biodéchets, c'est mieux de limiter les déchets au maximum, c'est mieux de pratiquer le vrac, voilà, enfin je suis pas parfait non plus, j'imagine que même son urine, il va falloir le mettre à part et le séparer. Je pense qu'il y a un paquet de choses. Mais sur l'urine, non seulement c'est intéressant, mais c'est juste beaucoup de bon sens en fait. Oui. Donc, enfin tu vois, il y a un excellent bouquin que Michael recommande, c'est un bouquin de Renan Deleuze. Je crois que c'est De l'or dans nos jardins. Enfin l'urine de l'or dans nos jardins. Bref, j'ai plus le titre exact, mais qui explique très bien que pour être autonome d'un point de vue alimentaire, on a besoin de 375 mètres carrés ou 367 mètres carrés de potager. Donc pour un végétarien, ça va sans dire. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est qu'il dit, devinez quoi, on fait 1,5 litre d'urine par jour, et c'est pile la quantité dont on a besoin pour ces fameux 365 mètres carrés par mètre carré, quoi.
Donc, enfin, 1,5 litre par mètre carré sur l'année, quoi. Donc, techniquement, on peut utiliser son urine pour son jardin, pour tous les jours arroser 1 mètre carré. C'est ça. Bah après, il y a des questions de dosage, mais effectivement, c'est l'idée, ouais. Justement, d'ailleurs, est-ce que tu aurais une autre ressource, un livre, un podcast autre que tous ceux qu'on a déjà mentionnés, qu'on mettra dans les notes? Une conférence, un TEDx, je sais pas. Oui, moi j'aime beaucoup le livre de Donella Meadows, qui faisait partie de la fameuse équipe du Club de Rome qui a rédigé Limits to Growth en 72, donc il y a 50 ans. Donella était la femme de Dennis, qui est encore vivant lui, mais Donella a rédigé un livre qui s'appelle Thinking Systems ou Think with Systems, je sais plus exactement, mais bon bref, il est disponible en téléchargement libre sur internet. Okay. Et justement il est très bien pour comprendre l'approche systémique. Et en fait l'approche systémique, c'est ce qu'ils avaient appliqué pour justement faire le rapport enfin les Limits to Growth, quoi, de 72. Et il s'est avéré que il y a 50 ans, enfin quand on suit les courbes qu'ils avaient imaginées, c'est hallucinant, c'est que c'est quasi parfait, quoi. Ils ont fait une mise à jour, je crois en 2012 pour la dernière, et c'était encore quasi parfait, quoi, avec l'actualisation des données. Enfin bref, c'est assez hallucinant, mais c'est un bouquin qui est assez riche aussi, ouais. Ok. Ben, on mettra tout dans les notes. Encore 3-4 questions et puis je te libère. À qui tu aimerais prendre un café si tu avais le choix? Qui j'aimerais Alors un café, pardon. Tu ne prends pas de café, mais prendre un verre, déguster un verre de vin. Je sais pas. Je pense que j'ai plein d'idées, mais tu peux faire une table ronde, hein. Ah bah ouais, ça serait cool. Non, en ce moment, il y a quelqu'un que je pense pas qu'il est encore inaccessible, mais c'est Timothée Paric, qui vient de publier un bouquin, mais qui avait fait une thèse il y a 1 ou 2 ans sur la décroissance. Et à chaque fois que je l'écoute à la radio ou dans des podcasts, je me dis il est sacrément pertinent, et ouais, ça c'est un exemple. Bah il y a aussi comment dirais-je, Janine Benyus, qui est un peu la papesse du biomimétisme, qui avait écrit son bouquin Biomimétisme en 1995. Donc ça remonte un peu, mais elle est assez surprenante, ouais. Donc ouais, non. Vous pouvez vous réunir à 3. Hein. Ça peut faire un très bel échange. Ouais, ça serait assez cool déjà. Mais non, il y a plein de gens que j'aimerais rencontrer. Il y a plein de gens aussi que je découvre sur YouTube à travers des conférences et tout, ou même par exemple, tu vois, Arthur Keller que je suis depuis longtemps sur YouTube, fait des conférences super percutantes et d'une pertinence rare, et toujours avec cette approche systémique. Et ouais, c'est des gars assez passionnants, enfin des gens passionnants, pardon. Peut-être que tu pourras les recevoir dans le podcast. Bah ouais, carrément. Ils en font pas mal des podcasts, tous. En tout cas, tout à fait. 2 là, je les vois souvent. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, et puis c'est, enfin voilà. Génial. On va y aller par étapes. Est-ce qu'il y aurait un voyage, une culture que tu aimerais découvrir ou redécouvrir, si tu avais le choix, et s'il n'y avait pas d'impact? Ben en fait, c'est pas tant une culture, c'est peut-être plutôt une époque. Ouais. J'aurais bien voulu être chasseur-cueilleur, en fait. Bah il y a pas mal de milliers d'années, mais finalement on a tendance à oublier que pendant plus de 95% de l'humanité, on a été chasseur-cueilleur, que c'était des sociétés parfaitement égalitaires, pas du tout patriarcales, assez heureuses, enfin bref, il y a encore quelques sociétés ouais, tout à fait, très peu de guerres, où la coopération était vraiment une des valeurs clés, parce que c'était des communautés de 100-150 personnes maxi,
aujourd'hui, fun fact, on se rend compte que la coopération ça marche bien, mais jusqu'à 150 personnes, parce que on ne connaît bien finalement à l'échelle d'une personne 150 personnes maxi quoi. Et je sais pas, moi c'est ça qui me plairait pas mal, parce que je pense que, et puis il y a eu plein de récits aussi où il y a par exemple des petits occidentaux qui au 16e ou 17e siècle qui se retrouvaient dans des colonies de chasseurs-cueilleurs et qui voulaient plus retourner chez les hommes civilisés entre guillemets. Et donc je pense que ça a pas une petite signification quoi. J'aime beaucoup cette question parce que effectivement on peut la prendre sous l'époque actuelle où justement tu es le troisième, je pense, à répondre en disant allez, petit flashback en arrière, ça serait peut-être pas mal. Ouais, et puis en plus il y a un bouquin qui est assez bon là-dessus, c'est Christopher Ryan qui a rédigé Civilisé à en mourir, et il explique bien ce principe-là. On est trop dans le présentisme. Autant il y a des extrémistes, des nationalistes qui vont dire mon pays c'est le meilleur, mais je pense qu'inconsciemment aussi on est dans une époque où on se dit notre époque est la meilleure, mais en fait objectivement je suis pas persuadé en fait, vu le nombre de merde qu'on a à gérer. Très très clairement. Il y a aussi Sapiens qui en parle pas mal. Ouais, Yuval Harari, je l'ai pas lu, mais effectivement, il va falloir que je lui mette un jour. Mais il y a un autre bouquin du même ordre d'idées qui est moins connu, mais c'est Humanité, une histoire optimiste, de Rutger Bregman, que je trouve extraordinaire. Exactement. Ça en fait au final des bouquins. Génial. Si tu avais la possibilité là de passer le micro à quelqu'un, ce serait qui? Bonne question. Je sais pas. Je t'avoue. Je t'ai parlé tout à l'heure de Timothée Parry. Ouais, non, c'est un gars où je pense qu'il faut qu'on. En fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que il propose à travers son travail sur la décroissance des récits sur comment ça pourrait se passer en fait, d'être dans une économie qui se prépare à avoir moins en fait, et je trouve que c'est un côté rassurant de pouvoir se projeter, parce que souvent on voit bien, c'est ça qui fait peur, le noir peut-être. C'est ça, en fait les gens arrivent très bien à s'imaginer la fin du monde, mais personne n'arrive à imaginer la fin du capitalisme, alors que c'est plutôt ça qu'il faudrait qu'on arrive à imaginer. Ouais. Alors dernière question, le podcast pour nous c'est cette notion d'héritage, de laisser une trace. Là je dois te libérer pour que tu ailles chercher ta fille. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour elle? Mais oui, en fait c'est marrant que tu poses cette question-là, parce que récemment je suis retombé sur un document que j'avais rempli pour une coach qui m'avait accompagné il y a pas mal d'années, 2014-2015 je crois, et m'avait dit mais qu'est-ce que tu veux faire de ton entreprise quoi. Et en fait j'avais répondu à l'époque en fait je veux laisser ce qui m'entoure dans un meilleur état, enfin pour les générations qui suivent quoi. Et en fait j'avais pas forcément toujours ça en tête, mais quand je suis retombé dessus récemment, je me suis dit mais ouais, mais en fait c'est cool, parce que en fait tout ce que je fais je suis assez cohérent avec ce que j'avais écrit ce jour-là. Et donc voilà, à ma petite échelle, j'essaye de faire ça. Et donc j'espère que ça aura des impacts les plus positifs soient-ils pour elle et ses petits copains. Un grand merci Brieux. Merci à toi Gaël. Merci beaucoup. Beaucoup de notes. J'invite du coup tout le monde à aller lire, à aller t'écouter et à aller voir tout ce que vous proposez déjà en open source. C'est déjà beaucoup. Je te remercie. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.